Moi, je m'appelle Antoine Salès-Papou, je suis responsable de l'école de formation de l'Institut La Boétie. Et je vais vous faire aujourd'hui un court topo sur la théorie de l'ère du peuple. Et donc, j'y vais direct. Pour commencer, un peu pour introduire mon propos, bien, je vais tout simplement commencer par le premier mot que j'ai prononcé, le mot théorie. Juste pour rappeler que à la France Insoumise, euh, on ne fait pas de la théorie pour le plaisir, pour simplement avoir l'air plus intelligent et briller dans les soirées mondaines, mais au contraire, l'acte de théoriser, de réfléchir sur le monde social, de l'analyser, de le décortiquer, de comprendre comment il fonctionne, il s'inscrit dans une tradition qui est une tradition politique très forte, qui est celle, depuis plusieurs siècles, des mouvements d'émancipation, du mouvement ouvrier en particulier, qui a toujours marché sur ses deux jambes, pratique et théorique, qui a toujours essayé de comprendre le monde social dans lequel il évoluait et qu'il voulait changer. Vous avez peut-être remarqué, ou sinon vous peut-être vous y prêterez attention, mais en fait cette appétence pour la théorie, elle se retrouve beaucoup moins chez nos adversaires, chez la droite, et ça nous dit quelque chose. C'est que en fait, quand on défend l'ordre établi, quand on défend la conservation des choses telles qu'elles sont, on n'a pas forcément besoin de les expliquer. Le fait qu'elles soient là, leur présence, la naturalisation de leur présence justifie, justifie leur existence en elle-même. Les choses sont comme ça parce qu'elles ont toujours été comme ça et parce qu'elles seront toujours comme ça. Et il n'y a pas besoin finalement, même si bien sûr il y a des formes plus raffinées et sophistiquées de dire ce que je viens de dire, mais il n'y a pas forcément besoin de beaucoup plus pour défendre l'ordre établi. Au contraire, expliquer comment... Merci Emilien. Expliquer comment fonctionne le monde et essayer de distinguer les hiérarchies qui existent dans le monde social, les dominations qui existent dans le monde social, euh, rendre compte de leur mode de fonctionnement, rendre compte de la manière dont ces hiérarchies sont apparues historiquement, et ben, c'est déjà un acte politique qu'on pose, parce que en fait, c'est déjà dire que le monde social, s'il peut être expliqué, alors il peut aussi être modifié, il peut aussi subir des interventions de la volonté humaine pour le changer. Et donc faire de la théorie, c'est une, un remède déjà à la résignation et une incitation à l'insoumission. Ensuite, pourquoi la théorie de l'ère du peuple, qui est un nouveau mode d'explication du monde social, en tout cas une nouvelle théorie d'explication du monde social dans la tradition de la gauche. Donc pourquoi ce besoin de nouveauté? Et là, je vais revenir un peu en arrière. Eh bien, pour vous dire qu'au XXe siècle, euh, suite à l'événement considérable qu'a été la révolution russe en 1917, un certain nombre d'analyses à grands traits, on va dire, du marxisme s'est imposé comme absolument central dans les constructions théoriques des mouvements ouvriers, des mouvements de gauche, qu'ils aient été liés ou non au monde soviétique, en alliance ou en opposition avec lui. Euh, mais quelques points qu'on pourrait résumer assez rapidement d'interprétation du marxisme ont été le paradigme théorique dominant, on va dire, de la gauche du mouvement ouvrier au XXe siècle. Et ces points, c'est quoi? Eh ben, on pourrait dire c'est il existe une classe révolutionnaire dans la société. Cette classe, c'est le prolétariat. Le prolétariat, il est défini par sa place à l'intérieur des lieux de production. Donc il est en opposition aux bourgeois. C'est une opposition qui le caractérise dans le lieu de production. Euh, En se libérant, le prolétariat va libérer la société tout entière.
et sa forme d'entrée dans l'action, c'est la grève, c'est l'arrêt de travail, c'est l'action directement sur son lieu de travail. Et donc la forme paradigmatique révolutionnaire, c'est la grève générale. Cet ensemble d'hypothèses qui forment un paradigme théorique a décliné, peut-être même s'est effondré, parce que premièrement le monde politique, le monde social qui allait avec, s'est lui-même effondré, puisque l'Union soviétique et les pays qui étaient dans son orbite, l'Union soviétique, elle, s'est dissoute en 1991. Les pays d'Europe de l'Est qui faisaient partie du pacte de Varsovie ont changé et d'alliance géopolitique et de régime économique à ce moment-là. Les grands partis d'Europe occidentale qui étaient liés à l'URSS, comme le Parti communiste italien, s'est autodissous en 1992. Le Parti communiste français, lui, ne s'est pas autodissous, mais a continuellement décliné de manière complètement déclinée en termes de nombre de militants, en termes d'influence dans la société et de présence dans les institutions. Mais bon, ça a été la fin d'un monde, ce début des années 90, mais pas la fin de l'histoire. L'histoire a bien sûr continué après les années 90, et notamment l'histoire de la critique réelle, la critique par la pratique du capitalisme a continué. Cette histoire, c'était celle des mouvements sociaux qui ont émergé à partir des années 90, dans les années 2000, et qui, dans leur dynamique, ont porté une critique du système capitaliste. Et ces mouvements sociaux, plusieurs observateurs, déjà marqués par la fin de l'expérience soviétique, les observants justement en sont venus à la conclusion que ces mouvements sociaux ne rentraient pas vraiment dans les cases de l'interprétation dominante du marxisme, ce marxisme qu'on pourrait dire orthodoxe du XXe siècle, à savoir que c'était des mouvements sociaux qui agissaient en dehors des lieux de production, à propos de sujets qui n'étaient pas des sujets directement liés à la relation salariale, comme le mouvement altermondialiste, qui est un mouvement de contestation de l'ordre commercial du monde. Les mouvements féministes et antiracistes ont aussi, à leur manière, porté des critiques du système capitaliste. Les luttes urbaines, dans ces années-là aussi, l'ont fait. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu un certain nombre de tentatives de nouvelles élaborations théoriques pour rendre compte, tout simplement, de ce qu'on avait sous les yeux. Et la théorie de l'ère du peuple est une de ces nouvelles élaborations théoriques, on pourrait dire. C'est une de ces nouvelles théories qui est la fille de l'effondrement d'un cadre théorique précédent et de nouveautés constatées, de mutations à la fois du système capitaliste lui-même, mais aussi de sa critique par les mouvements sociaux. Qu'est-ce que c'est plus précisément la théorie de l'ère du peuple ? C'est d'abord un livre publié en 2014 par Jean-Luc Mélenchon qui s'appelle donc L'ère du peuple. À partir de ce livre, Jean-Luc Mélenchon et plusieurs personnes autour de lui ont recommencé à travailler les différentes hypothèses exposées par ce livre, à les confronter à un certain nombre d'événements qui se passaient, de grands événements de masse à portée révolutionnaire, notamment au début des années 2010 et à la fin des années 2010, mais aussi des étapes dans la crise du capitalisme. Il y a eu notamment plusieurs cycles de conférences qui ont servi un peu à cristalliser ces moments de réflexion où il fallait compléter, modifier l'ère du peuple de 2014. Et tout ce travail a donné lieu à une seconde formalisation dans un livre qui a été publié en 2023 qui s'appelle « Faites mieux vers la révolution citoyenne ». Enfin, pour terminer cette un peu longue conclusion, je voudrais dire que la théorie de l'ère du peuple, c'est une nouvelle théorie. Elle ne cherche pas à faire table rase de tout ce qui était avant elle. Elle s'inscrit dans une tradition intellectuelle qu'on appelle le matérialisme historique,
qui est une expression qui donc parle du marxisme, c'est-à-dire d'un courant de pensée créé par Marx et Engels au XIXe siècle. Et pour la théorie de l'ère du peuple, on peut dire qu'on s'inscrit dans le matérialisme historique d'abord parce que nous pensons que la bonne manière de comprendre une société, la manière dont elle fonctionne, c'est de s'intéresser à ses relations sociales matérielles. Les individus, les groupes d'individus établissent certains types de relations entre eux, notamment en vue de reproduire leur existence matérielle, ce qu'ils doivent faire chaque jour que leur vie compte. Et c'est en s'intéressant à ces relations sociales matérielles qu'on va comprendre comment fonctionne une société. D'autre part, le matérialisme historique, eh bien, justement, est historique. Et donc, ce mot signifie que il considère qu'il n'y a aucun concept qui aurait une vérité en dehors de son contexte historique. Chaque concept est à comprendre uniquement dans son époque, dans la manière dont il évolue. Et il n'y a pas une définition en dehors de l'histoire du capitalisme, par exemple. Il y a plusieurs descriptions du capitalisme et une description évolutive du capitalisme dans le temps. Ensuite, nous, comme dans le matérialisme historique, nous pensons que ce qui fait avancer l'histoire, ce qui fait qu'elle se produit dans une direction plutôt qu'une autre, eh bien, c'est le conflit, c'est la conflictualité qu'il y a au cœur des sociétés, car les relations sociales, pour reproduire l'existence matérielle, justement, eh bien, produisent des conflits entre des groupes, ce qu'on appelle la lutte des classes. Et enfin, comme le matérialisme historique, la théorie de l'ère du peuple est une théorie qui propose une perspective révolutionnaire, c'est-à-dire de rupture à la fois complète et rapide avec l'ordre établi, l'ordre tel qu'il est. Et donc, dans ma première partie, eh bien, je vais commencer par ce dont je viens de finir, comme quoi c'est quand même assez bien fait, c'est-à-dire la rupture. Pourquoi en fait on propose la rupture pour essayer bien de comprendre qu'il ne s'agit pas là d'une sorte de caprice ou d'impatience ou d'une question de tempérament, de caractère, mais bien la conséquence d'une analyse, et en l'occurrence d'une analyse de le moment historique dans lequel est le capitalisme de notre époque. Et c'est l'analyser qui nous conduit à proposer cette perspective de rupture comme une nécessité logique. Marx, à son époque, avait, lorsqu'il a analysé le capitalisme, identifié des contradictions, des limites à ce système. Eh bien, nous allons essayer maintenant pour le capitalisme du XXIe siècle de voir quelles nouvelles contradictions, quelles nouvelles limites elle rencontre et donc devant quelles impasses il nous place. Et pour le faire, eh bien, je voudrais commencer par une donnée historique qui souvent est regardée un peu comme un simple décor, un simple arrière-plan de l'histoire. C'est cette donnée, c'est le nombre que sont les êtres humains sur Terre. Avec l'intuition que l'évolution du nombre que sont les êtres humains sur Terre produit quelque chose sur la manière même dont ils vivent. Qu'une société où on vit à 10 ou une société où on vit à 10 millions ne s'organise évidemment pas de la même façon. Et donc ça aura des impacts, y compris sur le capitalisme. Et eh bien, le nombre des êtres humains, il a connu une accélération considérable. Ça, je pense, vous le savez, mais savez-vous à quel point cette accélération est considérable ? L'espèce que nous sommes, Homo sapiens, a atteint son premier milliard d'individus au début du 19e siècle, 1800-1820, puis 2 milliards d'individus en 1930, à peu près un siècle plus tard, puis 4 milliards d'individus en 1975 et 8 milliards d'individus en 2022.
Donc les périodes pour doubler la population sont de plus en plus petites, mais surtout, pour être de 1 à 1 milliard, nous avons mis environ 300 000, 400 000 ans. Mais désormais, pour passer d'un milliard à un autre, dans la dernière période que je viens d'évoquer, c'est-à-dire depuis les années 70, eh bien cela se produit tous les 12, 13, 14 ans. Ce qui signifie que la vitesse à laquelle nous parcourons cette distance de gagner 1 milliard d'individus s'est accélérée par un facteur de 25 000. Et donc ça forcément a des effets d'accélération aussi sur l'histoire des sociétés humaines elles-mêmes. Un des effets, par exemple, on peut le constater en faisant un petit... il a été constaté plus exactement avec un petit exercice intellectuel que des chercheurs ont appelé l'année de l'histoire humaine. L'année de l'histoire humaine, c'est un exercice intellectuel donc, qui consiste à considérer que l'invention des premiers outils, et donc qui est choisi ici comme moment arbitraire de début de l'humanité, serait le 1er janvier dans un calendrier, et que le moment présent, l'instant présent que nous vivons, serait le 31 décembre à 23h59 et 59 secondes. Et donc si les premiers outils apparaissent le 1er janvier dans cette année, eh bien, la domestication du feu, un événement considérable dans l'histoire de l'humanité, n'intervient qu'à la fin du mois d'octobre. Puis les premiers rites funéraires, dont on a la trace en tout cas, apparaissent eux le 13 décembre de cette année. Les peintures rupestres que l'on peut, ou plutôt que l'on pouvait voir, puisque maintenant c'est fermé au public, sur la grotte de Lascaux, ont été peintes aux alentours du 28 décembre. Et l'invention de l'agriculture a eu lieu le 30 décembre de cette année calendaire. Ensuite, tout ce qui se passe après a donc lieu la dernière journée de l'année de l'histoire humaine, comme l'invention de la roue à 4h du matin, comme l'arrivée de Christophe Colomb dans les Caraïbes à 22h05, comme la première machine à vapeur à 22h50, la Révolution française à 23h10, ou le premier téléphone tactile à 23h59. Donc là, on voit quand même de manière très marquante à quel point le rythme d'évolution des sociétés s'est accéléré. Et aujourd'hui que nous sommes dans ce pic d'accélération, eh bien, ce pic d'accélération, il va avoir un effet sur la manière dont fonctionne et sur les effets que produit le mode de production dans lequel nous sommes aujourd'hui, qu'est le capitalisme. Le capitalisme est lui-même aussi un rythme, puisque le capitalisme, c'est un rythme au sens où c'est un cycle qui ne cesse de se répéter. Et ce cycle, c'est le cycle que parcourt tout capitaliste individuel, que Marx dans le Capital appelle A, M, A', et qui donc signifie que où A est une somme d'argent de départ. Si je suis ce capitaliste individuel et que j'ai cette somme d'argent de départ, je vais acheter de la force de travail, des matières premières pour produire une marchandise, M donc, et cette marchandise, je vais la vendre espérant en tirer une somme d'argent supérieure à la somme d'argent que j'avais au départ, qui est donc A'. Ce cycle décrit simplement le profit. Et en tant que capitaliste individuel, je suis poussé à accélérer le temps avec lequel j'arrive à faire ce cycle. Je suis poussé à accélérer le rythme de rotation de mon capital. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que je suis soumis à la concurrence des autres capitalistes et que si je vais plus lentement qu'eux, je serai mangé par eux. Donc il y a une dynamique générale, il y a un rythme et une dynamique générale à l'accélération de ce rythme. Et une manière de se rendre compte, encore une fois, de cette accélération ou de l'approximer, c'est de
regarder une donnée qui est la durée moyenne de détention d'une action. Une action, c'est donc une petite fraction de la propriété d'une entreprise capitaliste. Et donc, si j'achète une action de Coca-Cola, par exemple, je l'achète, je suis propriétaire d'1% de Coca-Cola. Un peu plus tard, je la revends. Et lorsque je la revends, j'espère bien en tirer un profit. Donc, en quelque sorte, lorsque je fais ça, j'accomplis le cycle A et ma prime, puisque j'achète l'action avec l'argent avec lequel j'ai acheté l'action. Coca-Cola achète, lui, de la force de travail et extrait des matières premières, vend des canettes, produit un profit grâce à ça, et lorsque le profit aura suffisamment augmenté, je vendrai mon action plus cher que je ne l'ai acheté. Entre 1945 et 1975, la durée moyenne de détention d'une action sur la planète était de 6 ans. Donc les capitalistes individuels, en tout cas ceux qui achetaient des actions, parcouraient ce cycle, on peut dire, en 6 ans. Si on s'intéresse à une autre période un peu plus tard, 1985-2000, cette période est tombée à 2 ans. Elle a donc été divisée par 3, ce qui est quand même très important en une période aussi courte, et qui montre cette accélération du rythme. Mais aujourd'hui, la durée moyenne de détention d'une action, eh bien, elle est tombée à 22 secondes. Et comment une telle chose est possible? Bien sûr, c'est parce que aujourd'hui, les opérations d'achat et de vente d'actions ne sont plus faites à la main, mais faites par des ordinateurs qui peuvent en faire beaucoup plus à la fois, qui ont des puissances de calcul bien supérieures à celles des traders humains qui s'en chargeaient auparavant. Mais même si le processus d'achat et de vente est automatisé, le principe reste un peu le même. C'est-à-dire les actions, moi j'en reste le propriétaire, et lorsque l'ordinateur les vend, il les vend en mon nom, et pour que j'en fasse un profit. Et donc on pourrait penser que bon, ok, mais ça c'est quelque chose qui a lieu un peu dans le ciel mystérieux des marchés financiers, sauf que en fait non, ce rythme-là est bien celui de la propriété du capital, et il va avoir un effet sur tout un tas d'autres rythmes qui lui sont subordonnés. Les managers, les dirigeants de l'entreprise de Coca-Cola par exemple, vont essayer de produire un profit, une rentabilité à une échéance de plus en plus courte pour essayer de courir après le rythme qui est celui de leurs actionnaires. Et pour cela, ils vont imposer un rythme de plus en plus effréné aux travailleurs qu'ils encadrent, qui eux-mêmes vont imposer un rythme de plus en plus effréné aux cycles de la nature sur lesquels ils interviennent. Et donc, ce rythme du capital, eh bien, il a un effet en cascade sur les rythmes de l'être humain et les rythmes de la nature. Par exemple, une forêt de feuillus, ça met à peu près 80 ans à arriver à maturité. Mais bien sûr, le capitaliste qui a besoin de prélever sur cette forêt pour produire des meubles, pour les vendre, pour produire du profit pour ses actionnaires, eh bien, il va le faire à un rythme qui ne correspond pas à ce cycle de régénération naturelle de 80 ans. Ou sous les pieds de la région Île-de-France, il y a la plus grande nappe phréatique d'Europe. Cette nappe phréatique, son eau se régénère aussi. C'est le cycle de l'eau. L'eau s'infiltre, notre partie ruisselle et s'évapore. Et l'eau est totalement régénérée en un siècle. Mais dans la région Île-de-France, il y a aussi dans la commune de Grigny une usine de Coca-Cola. Et Coca-Cola, dans cette usine, puise dans la nappe phréatique francilienne pour produire des canettes de coca. Et donc, bien sûr, il le fait à un rythme qui ne correspond pas du tout non plus à ce cycle de régénération naturelle d'un siècle. Et cette perturbation des cycles, cette discordance des cycles, on pourrait dire, eh bien, elle est différente aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Dans les débuts du capitalisme industriel au XIXe siècle, eh bien, tout ce que je raconte s'appliquait à quelques dizaines de millions d'individus en Angleterre, en France, en Allemagne, dans une partie de l'Italie, en Belgique. Bon, quelques dizaines de millions d'individus. Et donc les cycles qui étaient perturbés étaient des cycles naturels locaux. La forêt localisée sur laquelle
le capitaliste prélevait, la nappe phréatique localisée, la rivière localisée. Mais aujourd'hui, on a donc ce type de logique qui est poussé à son paroxysme et qui en fait s'applique à 8 milliards d'individus. Le capitalisme est devenu planétaire et planétaire signifie désormais 8 milliards d'êtres humains. Et donc il n'affecte plus la discordance des cycles qui se produisent, n'affecte plus seulement des écosystèmes locaux, mais bien les grands cycles planétaires, les grands cycles globaux comme le cycle du climat, le cycle des océans ou de la biodiversité. De sorte que, désormais, le capitalisme, sous sa forme actuelle, n'est plus seulement un gâchis de potentiel humain, n'est plus seulement une extorsion de la valeur de ceux qui la produisent, les travailleurs, mais c'est aussi une course vers le suicide collectif pour l'espèce humaine. Et on a là une première nouvelle limite importante du système capitaliste, qui est donc sa limite écologique. Mais il y en a aussi une deuxième qui concerne le rapport à la connaissance des sociétés humaines. L'endroit où nous a amené le capitalisme, c'est-à-dire dans cette crise écologique, modifie le rapport à la connaissance des êtres humains et le rapport à leur connaissance du monde qui les entoure. Comme tous les cycles se dérèglent et qu'ils se dérèglent en même temps et qu'ils interagissent entre eux, les événements qui sont devant nous deviennent en grande partie imprévisibles si on continue à faire comme les sociétés humaines ont fait pendant des siècles, c'est-à-dire à se référer au passé pour prédire ce qui va se passer dans l'avenir. À se dire, lorsque les cycles écosystémiques sont stables, on peut constater des récurrences dans la nature. Tel oiseau revient, ça veut dire qu'il va faire telle météo la semaine prochaine ou dans le mois qui vient, que nous entrons dans une nouvelle saison, ou qu'il est temps de commencer tels travaux dans les champs. Désormais, toute forme de connaissance qui reposerait sur ce type de récurrence régulière est totalement impossible, puisque justement tous ces cycles sur lesquels ils étaient basés ne se conduisent plus du tout comme ils l'ont fait pendant des millénaires et des millénaires. Et donc on a besoin de passer à un autre mode de connaissance de notre monde, qui est un mode de connaissance scientifique, c'est-à-dire qui s'intéresse aux liens causaux entre les choses, aux causalités, qui comprend qu'est-ce qui déclenche quoi dans l'écosystème. Voilà. Tout simplement pour pouvoir nous adapter. On a besoin de comprendre non seulement le monde qui nous entoure, mais aussi les sociétés humaines elles-mêmes, pour comprendre comment elles peuvent réagir, comment elles peuvent s'adapter à des événements qui vont se produire, qui vont les perturber, la manière dont elles fonctionnent. Et donc il y a un besoin étendu, très vaste et très important de progrès de la connaissance des sociétés humaines sur elles-mêmes et sur le monde qui les entoure. Et justement, on pourrait dire pas mal, parce que comme on est 8 milliards, les progrès de la connaissance vont plus vite. On a vu l'année de l'histoire humaine, fin octobre, la domestication du feu, etc. etc. Et ça, c'est en partie vrai, en fait, puisque on peut identifier en effet un lien entre le nombre des êtres humains et le progrès de la connaissance, puisque les êtres humains progressent par culture cumulative, que plus une connaissance circule, plus ils sont capables de la modifier, l'améliorer, l'hybrider avec une autre connaissance pour produire quelque chose de neuf et d'utile au collectif. C'est comme ça que la connaissance humaine avance, et ce processus il est d'autant plus probable qu'un nombre important d'individus sont impliqués dedans. Donc oui, c'est une bonne nouvelle, mais justement le capitalisme vient à notre époque particulièrement mettre un frein à ce processus de culture cumulative, vient mettre un frein à la circulation des connaissances. Le capitalisme, il a une caractéristique qui est liée à son besoin de répéter sans cesse le cycle du profit, c'est qu'il va chercher toujours de nouvelles sphères dans les activités sociales
qu'il va pouvoir marchandiser. C'est-à-dire des sphères où il va pouvoir appliquer justement ce cycle du profit qui était un peu en dehors de son empire jusqu'à présent. Et donc il va les marchandiser, ça veut dire quoi? Il va transformer les activités qui se trouvent dans ces sphères sociales en marchandises, donc en propriétés privées bien délimitées qui peuvent s'échanger, s'acheter et se vendre sur un marché. Et depuis un demi-siècle, l'une des sphères justement d'activité sociale avec laquelle le capitalisme a fait ça, c'est la connaissance. Depuis les années 70, il y a eu de très importantes réformes, très importants renforcements dans les lois des États-Unis d'abord, puis des pays européens, puis du monde entier sous pression des pays du Nord, pour renforcer la propriété intellectuelle, pour renforcer, étendre les champs où peuvent se déposer des brevets. Et donc on a une explosion du nombre de brevets déposés à partir du milieu des années 90. Et ces titres de propriété intellectuelle, ces brevets, ces copyrights, ils tiennent une place de plus en plus importante pour l'accumulation des entreprises capitalistes. Mais ces brevets sont bien sûr des barrières à la circulation de la connaissance. Ils permettent à des entités privées, à des entreprises privées, d'installer des péages pour accéder à une connaissance. Et donc, si je suis un laboratoire pharmaceutique, eh bien, je vais pouvoir empêcher à plein de chercheurs de différents domaines d'accéder à la manière dont fonctionne tel ou tel médicament, tel ou tel procédé médical, et donc aussi le raisonnement qui a conduit à produire tel médicament pour produire tel effet. Donc il y a une deuxième limite nouvelle très forte du capitalisme qui est la limite de la connaissance par lesquelles il nous empêche de développer pleinement le potentiel de culture cumulative dont nous aurions besoin pour nous adapter à la crise écologique dans laquelle le capitalisme nous a mis. Et donc ces deux limites, elles pourraient nous conduire directement à dire voilà pourquoi le capitalisme aujourd'hui est devenu non seulement injuste, non seulement inefficace, mais aussi insoutenable. Et donc il y a un impératif du coup de rupture avec lui qui s'impose. On pourrait objecter à cela que certes le capitalisme est insoutenable, mais pourquoi vouloir rompre avec lui de manière révolutionnaire? Ne pourrait-on pas envisager une méthode plus douce? Ne pourrait-on pas imaginer adapter ce qui au XXe siècle s'appelait la stratégie social-démocrate aux conditions actuelles du capitalisme? Et cette stratégie social-démocrate au XXe siècle, que disait-elle? En gros, qu'il n'y avait pas forcément besoin d'en passer par une révolution, qu'on était bien d'accord que les sociodémocrates au départ sont des gens qui sont des marxistes, donc qui partagent l'analyse critique du capitalisme, en tout cas de Marx, mais qui disent en gros, en construisant des organisations ouvrières puissantes, des syndicats, des partis, en exerçant le rapport de force de la classe ouvrière par la grève, on va réussir à imposer une série successive et progressive de compromis aux capitalistes. On va petit à petit faire reculer la place du profit dans l'entreprise en imposant des augmentations de salaire. On va petit à petit faire diminuer la sphère marchande en étendant la sphère des services publics. Et par cette méthode des rapports de force intermédiaires, des compromis successifs, en fait, un jour, on aura dépassé le capitalisme presque sans nous en rendre compte, et en tout cas sans heurts et sans violence. Bon, il y a beaucoup de critiques à faire à cette stratégie telle que certains la défendaient au XXe siècle. Mais il y en a une surtout qui l'a fait totalement tomber comme une stratégie viable pour les problèmes auxquels nous faisons face à notre époque. C'est que le problème de la crise écologique
c'est un problème cumulatif. Le problème du changement climatique, c'est un problème pas seulement des émissions, des émissions de gaz à effet de serre que nous émettons maintenant, que nous émettons aujourd'hui, mais c'est le problème des émissions que nous avons émises depuis la révolution industrielle et qui sont toujours dans l'atmosphère, qui produisent toujours leur effet. Celles que nous produisons aujourd'hui ne viennent que s'ajouter. Et donc la perspective, par exemple, d'une décrue très progressive et lente des émissions de gaz à effet de serre pourrait tout simplement ne pas être suffisante pour conjurer la catastrophe climatique. Et donc pour juste achever cette partie, je voudrais, eh bien, en illustration de ce que je viens de dire, vous lire deux petites citations qui sont intéressantes parce que ce sont des citations de scientifiques, ce sont des citations de climatologues, extraites d'articles publiés dans des revues scientifiques. La première est d'un climatologue qui s'appelle Kevin Anderson et qui écrit dans la revue Nature. Dans les années 1990, une approche technocratique du problème aurait pu réduire suffisamment les émissions. Mais le changement climatique est un problème d'émissions qui se cumulent. L'incapacité à réduire ces émissions a transformé notre défi de changement modéré de l'économie en nécessité de renversement révolutionnaire du système. Une autre qui a été publiée dans le journal scientifique Nature Climate Challenge, qui était un éditorial signé par plusieurs dizaines de climatologues, qui disent « Les interventions conventionnelles ne sont tout simplement pas assez rapides ou profondes pour ralentir le changement climatique. Il faut alors place des interventions radicales, c'est-à-dire s'attaquant aux racines du problème. 2 points. Le capitalisme, les relations de pouvoir asymétriques, le colonialisme, les inégalités mondiales et l'exploitation. » Donc, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir ces scientifiques parler de l'impératif de la rupture avec l'ordre capitaliste, non pour des raisons idéologiques finalement, mais presque comme des conclusions logiques de leur propre travail scientifique. Donc le capitalisme est devenu insoutenable, il faut donc rompre avec lui, c'est pour ça qu'on propose cette perspective, mais comme des matérialismes historiques, ça ne peut pas entièrement nous satisfaire, dans le sens où nous savons que avoir raison, développer une démonstration logique, comme je crois que je viens de le faire, ne suffit pas à voir des changements réellement dans le monde social. Pour voir ces changements, eh bien, il faut s'intéresser aux relations sociales, matérielles qui existent dans ce monde. Il faut s'intéresser aux conflits, aux conflictualités qui sont au cœur de ce monde social. Et donc dans cette deuxième partie, eh bien, je vais essayer de développer quelles relations sociales on peut considérer à la fois comme nouvelles et caractéristiques de notre époque, et quels conflits en découlent. Et pour commencer, eh bien, je voudrais commencer par attirer votre attention sur, encore une fois, une énorme nouveauté, une énorme rupture dans l'histoire des sociétés humaines. Et cette rupture, si on veut la dater, on peut la dater de l'année 2008. En 2008, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, plus de la moitié des individus sur cette planète ont vécu en ville plutôt qu'à la campagne. Et donc ça, eh bien, c'est un changement absolument majeur dans la manière dont les êtres humains vivent, puisque depuis que les êtres humains sont des êtres humains, on va dire que 99% des individus qui ont existé sur cette planète depuis la nuit des temps ont vécu à la campagne, dans un mode de vie un peu rural, en tout cas dans des petits groupes assez isolés les uns des autres. En quelques siècles, peut-être en quelques décennies, il y a un renversement de situation totale, à savoir que désormais, c'est la situation de vivre en dehors de la ville qui va être la situation minoritaire. Et donc, dans cette partie, on va essayer de considérer, de réfléchir à ce fait urbain, à la ville, mais plus que comme une forme architecturale,
on va y réfléchir comme un rapport social, comme un type particulier de relation sociale entre les individus. Et déjà, une des premières choses à dire, c'est que de la même manière qu'il n'y a pas de concept pur et anhistorique du capitalisme, il n'y a pas de concept pur et anhistorique de la ville. La ville n'est rien d'autre que ce qu'elle est dans un contexte historique particulier. Et le contexte historique particulier qui a conduit la ville à devenir d'une situation extrêmement minoritaire une situation presque totalisante sur la planète, eh bien, ce contexte-là, c'est le capitalisme. C'est le capitalisme qui a mené cette urbanisation planétaire. Et donc, les villes qu'il a créées, eh bien, c'est des villes qui sont à son image, qui sont régies par lui. Et ça veut dire quoi d'abord, une ville régie par le capitalisme, eh bien, on peut dire que c'est une ville qui est régie par un mécanisme qui permet de répartir les gens et les groupes sociaux dans l'espace. Ce mécanisme, c'est le marché immobilier. C'est le fait de transformer l'espace justement en une marchandise, en quelque chose qu'on achète et qu'on vend, qui peut servir à faire du profit. Et la transformation de l'espace en marchandise, donc le marché immobilier, il a une conséquence inévitable, eh bien c'est des grandes inégalités dans la répartition des groupes sociaux dans l'espace, et donc des villes qui sont marquées par de la ségrégation. Pour nous, pour la France, pour notre époque, on peut par exemple citer quelques grandes dynamiques d'évolution des villes très récentes qui sont en train encore de se passer en ce moment, qui sont des évolutions qui sont des conséquences du marché immobilier qui illustrent cette tendance des villes capitalistes vers toujours plus de ségrégation. La première, c'est par exemple l'étalement urbain. L'étalement urbain, c'est cette manière pour le capital immobilier d'aller chercher, d'aller puiser toujours plus loin des centres-villes, toujours plus en périphérie, pour créer des nouveaux types de marchandises immobilières qu'ils pourront vendre à une nouvelle clientèle, peut-être qui a moins d'argent, qui n'a pas assez d'argent pour devenir propriétaire en centre-ville. Donc l'étalement urbain est bien une dynamique aussi de relégation, d'éloignement d'une partie des milieux populaires des centres-villes. On a le revers de la médaille de l'étalement urbain, qui est la gentrification des centres-villes. La gentrification, c'est donc un mot utilisé pour parler d'un certain type d'embourgeoisement, qui est l'embourgeoisement de quartiers centraux, anciens, historiquement plutôt populaires, dans lesquels un certain nombre de transformations de l'habitat, de l'espace public, des commerces va produire une transformation de population. Et là aussi, il s'agit bien souvent d'investisseurs, donc de capitalistes, qui vont transformer l'espace pour produire une nouvelle marchandise immobilière adaptée au type de clientèle à laquelle ils veulent la vendre, c'est-à-dire cette fois une clientèle un peu plus aisée, un peu plus riche. Et donc la lutte pour l'accès à l'espace, la lutte à l'intérieur du marché immobilier, devient aussi facteur de conflictualité, et d'une conflictualité qui devient de plus en plus importante dans notre époque, qui s'exprime notamment par exemple par les luttes pour le droit au logement. Les luttes pour le droit au logement ont connu plutôt une dynamique croissante depuis une trentaine d'années, ou en tout cas ont été dans plusieurs endroits du monde, et pas n'importe lesquels, des acteurs assez centraux du mouvement social en général. Ça a été le cas au Brésil, où le mouvement des sans-toit est un des mouvements sociaux les plus importants du Brésil depuis les années 90, est un des piliers de, on va dire, la dynamique, la coalition sociale qui a porté Lula et le Parti des travailleurs au pouvoir au début des années 2000. Mais aussi
dans l'Espagne du début des années 2010, dans cet énorme cycle de mouvements sociaux également que l'Espagne a connu à partir de l'occupation des places, du mouvement d'occupation des places, eh bien, il y avait comme une branche très importante de ces mouvements sociaux, le mouvement pour le droit au logement, avec notamment une association qu'on appelait la plateforme anti-expulsion, dont la principale porte-parole, Ada Colau, est devenue maire de Barcelone, la deuxième ville du pays, en 2015. Donc on voit déjà que la ville capitaliste, la ville organisée par le marché immobilier, produit un certain type de conflictualité qui est un type nouveau. Et maintenant, si on essaye de revenir à de réfléchir encore plus profondément à ce qu'est le rapport social urbain, revenons au changement pour essayer de comprendre ce qu'il y a de nouveau en fait dans ce mode de vie urbain. Et ce qu'il y a de nouveau dans ce mode de vie urbain, eh bien, c'est la manière dont les gens reproduisent leur existence matérielle, c'est-à-dire parviennent à se loger, à se chauffer, à avoir donc de l'énergie, de l'eau, à accéder à de la nourriture, à s'éduquer, à se soigner, etc., etc. Pendant des siècles et des siècles, les relations sociales qui organisaient la reproduction de l'existence matérielle des individus étaient des relations sociales principalement très proches, des relations sociales de proximité, des relations sociales familiales, des relations sociales peut-être villageoises. Mais l'écrasante majorité des êtres humains, eh bien, buvaient de l'eau parce qu'ils la puisaient dans une source qui était proche de l'endroit où ils vivaient. Ils construisaient leur maison avec du matériel, avec la force de travail qui était la leur propre, celle de leur famille, de leurs enfants, de leurs voisins, et pas beaucoup plus. Ils coupaient eux-mêmes le bois avec lequel ils chauffaient leur maison et mangeaient ce qu'ils cultivaient ou élevaient. Dans le mode de vie urbain, eh bien, c'est totalement l'inverse. Pour faire toutes ces choses-là, les urbains eh bien, se reposent sur des processus de production extrêmement complexes qui font intervenir des centaines, des milliers et des fois des millions d'individus qui sont des anonymes complets pour eux qu'ils ne connaissent pas du tout. Et la manière matérielle de relier, pour chaque urbain d'être relié avec ces processus de production très complexes, eh bien cette manière matérielle, ce sont les réseaux. Ce sont les réseaux d'eau, ce sont les réseaux d'énergie, ce sont les réseaux de transport, ce sont les réseaux de santé et d'éducation, ce sont le réseau de la distribution alimentaire, etc., etc. Ce sont les réseaux qui permettent cette circulation entre des gens qui ne se connaissent pas, ne savent rien les uns des autres, des biens qui sont nécessaires à la reproduction de leur existence matérielle. Et donc le réseau peut être caractérisé comme le rapport social du mode de vie urbain. Les villes, les sociétés urbaines, on pourrait les appeler par conséquent des sociétés de réseau. Et cette question de l'accès au réseau, elle est donc vitale pour les urbains, et elle est aussi source d'inégalités. Elle est aussi source, du coup, de conflits. Il y a des inégalités d'accès au réseau. Quelle forme prennent-ils ? Eh bien, ils prennent d'abord une forme qu'on peut appeler la forme des déserts de réseau. C'est-à-dire lorsque la géographie des réseaux, la répartition spatiale des points d'accès à un réseau est inégalitaire. Et souvent, elle l'est pourquoi ? Elle l'est parce que le réseau est contrôlé par un capitaliste qui essaye de maximiser sa rentabilité. Et pour le faire, il dispose de manière inégalitaire son réseau dans l'espace. Il va disposer les points d'accès au réseau dans des quartiers, dans des endroits qui sont denses et qui sont denses en personnes qui ont un pouvoir d'achat important.
Et au contraire, il va délaisser les zones qui sont moins denses et les zones qui sont plus pauvres. La question des déserts de réseau, elle arrive sur le devant de la scène sociale de notre époque. C'est une des questions sociales fondamentales de l'époque. Et d'ailleurs, on en parle déjà beaucoup. En France, dans le débat public, on a l'habitude de parler des déserts médicaux. Dans le débat public anglo-saxon, il y a une notion qui est souvent discutée, celle de désert alimentaire, de quartiers pour lesquels il n'y a pas de magasins permettant de disposer d'une alimentation complète disponible. Mais on peut penser à toutes sortes de déserts scolaires, ferroviaires, postiers, qui sont aussi des problèmes auxquels les gens, dans le mode de vie urbain qui est le nôtre, sont confrontés, qui sont des sources de conflits, qui sont des inégalités qui paraissent parfois les plus graves dans notre société. Une autre façon dans laquelle les gens sont exclus de l'accès au réseau, c'est bien évidemment le prix, son prix d'accès. Et le prix d'accès au réseau, il a tendance à être élevé, il a tendance à être très sujet à l'inflation. Pour une raison qui est explicable, qui est que les réseaux sont ce que les économistes appellent des monopoles naturels. Des monopoles naturels, ce sont des activités économiques pour lesquelles la situation de monopole, donc de non-concurrence absolue, est la situation la plus efficace économiquement, celle qui fait le plus sens. Et c'est le cas des réseaux parce que d'abord, ils nécessitent souvent des investissements de départ qui sont très très importants et qui donnent donc une prime très forte à celui qui a réussi à les effectuer en premier et donc qui empêche quelque part d'autres de venir lui faire concurrence. Et puis d'autre part, eh bien, les réseaux gagnent énormément en efficacité à mesure qu'ils sont plus étendus, qu'ils comprennent en eux plus de branches, plus de points d'interconnexion. Et donc, il y a aussi une grosse prime aux plus gros face aux plus petits. Et donc, à moyen terme, une activité de réseau tend toujours à aller vers une situation de monopole. Donc, les capitalistes privés qui sont propriétaires, qui contrôlent des réseaux, eh bien, sont dans la situation suivante. Ils sont les maîtres de l'accès à quelque chose qui est totalement indispensable pour beaucoup de gens et sans aucune concurrence. Ce qui leur donne un pouvoir d'imposer un prix très élevé, un prix qu'on peut qualifier de péage ou qu'on peut qualifier même de tribut prélevé sur les usagers. Et ce tribut ce tribut et la place que tiennent maintenant les réseaux dans l'accumulation générale capitaliste a conduit même à parler de la phase du capitalisme actuel comme d'un capitalisme tributaire, c'est-à-dire un capitalisme où le fait de conquérir une position stratégique, une position à laquelle dont tout le monde a besoin d'accéder, et ce qui est le plus générateur de profit, plutôt que le fait d'améliorer les processus de production industrielle, par exemple. Et donc, dans ce capitalisme tributaire, dans ces sociétés urbaines, eh bien, il y a donc un conflit, une lutte autour de la question de l'accès au réseau, autour de la question de l'accès à la ville elle-même, pourrait-on dire, entre d'un côté ceux qui subissent l'organisation des réseaux telle qu'elle est, et c'est cette masse que l'on a appelée le peuple, dans la théorie de l'ère du peuple, face à ceux qui à la fois contrôlent la manière dont les réseaux sont organisés, mais aussi ceux qui autour d'eux sont capables de, à l'intérieur de la ville, faire sécession
des réseaux du commun, de la ville dans laquelle tout le monde est obligé de vivre, qui sont capables d'avoir des quartiers fermés, séparés, d'avoir leur propre réseau d'éducation, leur propre réseau de santé, parfois leur propre réseau de transport, parfois même leur propre réseau d'eau potable. Et bien ceux-là, qui s'ajoutent donc à ceux qui contrôlent les réseaux, forment l'oligarchie. Et donc ce qu'on appelle le clivage, la lutte entre le peuple et l'oligarchie, c'est donc la description d'un conflit qui s'organise autour du rapport social urbain essentiel, qui est le rapport social du réseau. Normalement, là, c'est l'heure à laquelle on passe aux questions. Il y a juste une partie encore à la fin de l'exposé que je vais juste essayer de traverser rapidement pour laisser un peu de place à nos échanges. Mais donc, après avoir eh bien, actualisé, on va dire, l'analyse du capitalisme et identifié ses nouvelles limites, après avoir réfléchi sur les nouveaux rapports sociaux qui sont ceux du monde urbain, et bien, dans la théorie de l'ère du peuple, il y a aussi une partie qui est consacrée à l'étude, à la description, à l'identification de phénomènes qui se produisent, qui se sont produits dans les événements qu'on peut appeler des événements révolutionnaires qui ont eu lieu depuis, on va dire, le début des années 2000. Depuis le début des années 2000, un certain nombre d'événements, de révolutions, en tout cas d'événements qui se sont souvent eux-mêmes décrits comme des révolutions, qu'elles aient été réussies ou ratées, et bien, au cours, eh bien, l'ensemble de ces événements ont comme entre eux une sorte d'air de famille, se ressemblent, s'inspirent peut-être les uns des autres. Et donc, on a essayé d'identifier un certain nombre de récurrences, de caractéristiques, peut-être en se disant que les identifier nous permettrait de les comprendre mieux, d'intervenir ensuite dedans plus facilement. Dans ces événements, il y a euh, euh, les révolutions des printemps arabes, il y a la révolte des Gilets jaunes, il y a la révolution au Chili en 2019, il y a la révolution au Liban en 2019, il y a les deux révolutions dites des parapluies à Hong Kong, il y a la révolution soudanaise de 2018, il y a le Irak, la révolution algérienne. Il y a les processus constituants du début des années 2000 de la Bolivie, du Venezuela, de l'Équateur. Il y a comme ça une vingtaine, 25. Il y a les indignés de la Puerta del Sol à Madrid, le mouvement d'occupation également des places en Grèce à peu près à la même époque ou un peu plus tard. Et donc il y a comme ça une vingtaine, entre une vingtaine et une trentaine d'événements dont on a trouvé qu'ils se ressemblaient, qu'ils avaient quelque chose de commun. Et ces caractéristiques communes qu'ils ont, eh bien, on en a listé quatre, par exemple. D'abord, c'est la caractéristique du fait qu'ils forment des assemblées citoyennes, c'est-à-dire des conseils qui ne sont pas des comités d'usine, mais peut-être davantage des comités de quartier, qui sont des lieux, des endroits où le mouvement discute à la fois de lui-même, de où il va, de ses perspectives tactiques et stratégiques, mais aussi discute de programmes, discute de revendications et de programmes. Dans ces caractéristiques, il y a euh, l'importance donnée à la visibilité, qui est à la fois un produit, une intégration par les gens qui participent au mouvement eux-mêmes de la société de l'image,
de la société oui, de l'image, de la société de la télévision, de la société d'Internet, à la fois comme une manière d'utiliser ces armes pour les retourner contre elles, et donc de produire des images qui vont être efficaces, mais aussi au sens où de revendiquer la visibilité dans une société où eh bien, le fait d'être vu, le fait d'être sur les images est un signe de qui est digne et indigne dans la société. Et donc le fait de revendiquer la visibilité est une revendication de la dignité elle-même de l'existence. Par exemple, eh bien, le gilet jaune est évidemment l'utilisation du gilet jaune en France a été un exemple absolument éclatant de ça, puisque c'est un objet dont l'utilité, la vocation première est précisément la visibilité routière, la visibilité de ce qui ne serait pas visible sans. Et le fait de le porter était autant un signe de reconnaissance, un moyen de produire des images marquantes de foule avec le même gilet, mais aussi un moyen de demander la visibilisation des invisibles. On a aussi beaucoup dans ces révolutions l'utilisation de masques. Je ne sais pas si sûrement certains d'entre vous sont familiers des masques d'Anonymous, qui ont c'est un symbole qui a une longue histoire, mais en tout cas il a été popularisé. Il a été popularisé par un film dont je me souviens plus le nom, mais peut-être quelqu'un. Pas La Casa de Papel, mais après La Casa de Papel a V pour Vendetta, voilà. Par un film qui s'appelle V pour Vendetta, qui est un film qui a été assez populaire. Et après, il y a eu effectivement, au fur et à mesure il y a eu un dialogue, on va dire, entre la culture populaire de masse et sa récupération par les révolutionnaires autour de la figure du masque, avec La Casa de Papel qui a repris, mais que c'était une sorte de variation d'Ali. Qui rappelait en même temps le masque de V pour Vendetta. Il y a eu le masque du Joker qui a également été latent. Mais en tout cas, cette histoire de masque a aussi quelque chose à voir avec le fait de produire des images très spectaculaires, très marquantes, et donc avec cet enjeu de visibilité. Troisième caractéristique, c'est donc la revendication de la légitimité. C'est-à-dire une latéralisation entre le bas et le haut, où ceux d'en bas se revendiquent comme étant le pays légitime par rapport à ceux qui le gouvernent, à ceux qui vivent en haut, et souvent, et même pratiquement tout le temps, dans tous les cas, je pense que j'ai cité, eh bien, cette revendication de légitimité est passée par une appropriation très forte et très très visible, très très présente du drapeau national. Non pas repris comme un symbole chauviniste, mais comme une revendication de la légitimité, comme l'idée de dire le pays, c'est nous. Mais autant dans la révolution chilienne qu'algérienne que chez les Gilets jaunes, on a pu voir des marées, des foules avec des marées de drapeaux nationaux. Assez caractéristique, ça ajoute des phases, une espèce de réflexion sur la manière dont évoluent ces révolutions citoyennes, avec une phase instituante, c'est-à-dire un moment d'apparition du peuple sur la scène politique, d'apparition physique et d'apparition y compris à lui-même, où d'un coup le fait de faire nombre institue dans la tête de tout le monde un nouvel acteur collectif. C'est la phase instituante. Ensuite, on a la phase destituante, qui est celle du dégagisme, qui est celle du début des revendications politiques formulées sous la forme d'un rejet de ceux qui gouvernent à ce moment, qu'ils s'en aillent tous,
de la révocation, de la demande de la démission du gouvernement, mais donc déjà une transcroissance vers un mouvement qui commence à viser un système en général et non plus des revendications particulières. Et enfin, la phase constituante, celle du passage à des revendications positives, qui peut passer notamment par la convocation d'une assemblée constituante ou la demande de convocation d'une assemblée constituante, mais où on commence non seulement à vouloir la fin d'un monde, mais aussi le début d'un nouveau, à réfléchir aux droits que les gens se reconnaissent les uns et les autres. Et bien sûr, les dynamiques révolutionnaires sont confrontées, comme toujours, à la réaction, à la répression, et certaines s'éteignent avant d'avoir pu traverser toutes ces phases. Mais on pense aussi, on observe aussi que ces révolutions citoyennes sont aussi des cycles longs qui s'étendent sur plusieurs années. Et lorsque le processus a éclaté, a commencé, eh bien, souvent, même lorsqu'il est interrompu et il peut réémerger à la faveur d'un mouvement social, une année ou une ou deux années plus tard, à la faveur d'une campagne électorale. Et lorsqu'il ressurgit, on le voit au fait que les caractéristiques tout de suite reviennent, les phases destituantes ou constituantes s'imposent très vite, même si on part d'une revendication sociale au départ. Euh, et euh, et voilà. Et c'est pour ça qu'on parle de cycles longs de révolution citoyenne qui peuvent donc inclure des mouvements sociaux, mais aussi des campagnes électorales sur plusieurs années. Voilà, je veux donc juste dire ça sur cette partie. Je dois dire que si vous trouvez ça frustrant de ne pas avoir plus, ou si vous avez trouvé que ce que j'ai dit était trop sommaire, ou avec pas assez d'exemples, ou toute autre critique que vous auriez contre moi, qui serait parfaitement légitime, la meilleure façon de la résoudre, évidemment, c'est de se rendre sur l'espace du livre et de vous procurer Faites mieux vers la Révolution citoyenne, qui coûte seulement 10 euros en livre de poche. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je vais maintenant prendre des questions, s'il y en a. Ben, merci beaucoup pour votre conférence déjà. C'était très intéressant, très instructif. Moi, j'ai une petite question. Vous avez parlé à un moment de promouvoir une rupture envers le capitalisme par opposition avec le mouvement social-démocrate. Je ne sais pas si on peut parler plutôt d'aménagement ou voilà. Et je me demandais quels sont dans le programme électoral qui est proposé par la France Insoumise. Je sais pas si, enfin, la question, voilà. Quels sont les éléments qui vous font plus penser à une rupture concrète que à des idées social-démocrates, qui est peut-être un reproche qu'on entend régulièrement, quoi. Merci. Vous avez abordé le fait que entre l'ère du peuple et la deuxième version, Faites mieux, il y a eu des évolutions, si j'ai bien compris. Est-ce que vous avez des exemples de cette révolution, de cette évolution? Merci. J'avais une
Question concernant le concept de réseau. Un réseau, pour moi, ça présuppose d'avoir des flux et des acteurs. Est-ce que dans le système, par exemple, éducatif ou santé, vous approchez cette question par cette notion de réseau ou par cette notion de système? Enfin, est-ce que c'est le sujet des flux qui vous intéresse? Enfin, j'ai un peu un besoin de comprendre ce choix de mots. Alors, je dirais sur l'avenir en commun, je dirais que, premièrement, que la notion qui est au cœur du programme économique de l'avenir en commun, c'est la planification écologique. La planification écologique, c'est l'idée qu'il faut trouver d'autres méthodes de coordination des décisions économiques que la coordination par la propriété lucrative des moyens de production et l'échange marchand. La planification, c'est une logique qui est une logique anticapitaliste, qui a été à la fois pratiquement et théoriquement l'adversaire du marché, l'adversaire des néolibéraux depuis les années 30. Pour faire la planification écologique, nous serons conduits, et c'est déjà annoncé dans le programme, à nationaliser un certain nombre d'entreprises stratégiques qui composent les sphères qu'on appelle les hauteurs stratégiques de l'économie. Pôle public de l'énergie, c'est dans le programme. Pôle public bancaire, c'est dans le programme également. Pour faire la planification écologique, nous serons conduits à baser des décisions d'investissement, c'est-à-dire à décider, en fin de compte, ce qu'on va produire et dans quelle quantité, c'est ça l'investissement, sur la base d'un processus qu'on a appelé un processus de délibération démocratique sur les besoins collectifs. Et donc, ça, c'est une rupture très importante aussi avec la logique du capital qui base ses décisions d'investissement sur des profits anticipés. Ça, c'est la première chose. Je pense que ce qu'il y a d'anticapitaliste dans l'avenir en commun, ce qu'il y a de rupture avec le mode d'organisation capitaliste dans l'avenir en commun, c'est d'abord, et qui n'est pas social-démocrate, c'est d'abord la planification écologique. Ensuite, l'avenir en commun est un programme qu'on appelle un programme de transition. C'est un programme qui va ouvrir un certain nombre de chemins et plus exactement un certain nombre de fronts, d'affrontements avec la classe capitaliste sur le terrain de la planification écologique où nous allons leur disputer le pouvoir d'investir, sur le terrain de l'organisation commerciale du monde ou avec le protectionnisme solidaire, sur le terrain de la part qui revient au profit avec la diminution du temps de travail, l'augmentation des salaires, etc. etc. Ces affrontements que nous allons ouvrir avec l'avenir en commun doivent conduire, si on les mène au bout, un jour à sortir du capitalisme, à inventer d'autres mécanismes que le capitalisme. Mais à mon avis, il serait vain et même peut-être dangereux d'écrire à l'avance ce que les résultats positifs de ces affrontements doivent être. C'est ce que Marx et Engels appelaient les socialistes utopiques, c'est-à-dire ceux qui au XIXe siècle
en guise de critique du système capitaliste et en guise de doctrine socialiste, écrivait des livres pour décrire la société non capitaliste parfaite. Telle forme de coopérative, telle ville qui fonctionnerait comme ceci et comme cela, etc., etc. Et Marx et Engels disaient, mais en fait, ce n'est pas possible pour nous, dans les conditions dans lesquelles nous vivons, qui sont celles du capitalisme, d'imaginer les formes que prendront la société communiste. Et le communisme, écrivent Marx et Engels dans le manifeste du Parti communiste, je pense, n'est rien d'autre que le mouvement réel d'abolition de l'ordre établi. Et donc, c'est quelque part, l'Avenir en commun est un programme qui va ouvrir ce mouvement réel d'abolition de l'ordre établi, mais qui ne peut pas, au point de départ, définir la manière dont il va se terminer. Et c'est pourquoi je pense que le programme révolutionnaire, c'est pas celui qui est le plus communiste ou qui collectivise le plus de choses ou qui est, voilà. Le programme révolutionnaire, c'est celui qui va placer le curseur de la lutte de classe à cet endroit de bascule, à cet endroit où pour remporter l'affrontement, il faudra passer dans un autre type de société. Ensuite, il y avait une question sur qu'est-ce qui a changé entre l'ère du peuple et Faites mieux. Eh bien, plein de choses. Je dirais que toutes les considérations, enfin je dirais vraiment plein de choses, toutes les considérations sur le capitalisme comme un espace-temps, que j'ai un peu effleuré tout à l'heure, mais qui sont beaucoup plus développées dans Faites mieux, n'existaient, je crois, quasiment pas dans l'ère du peuple. Je crois que dans Faites mieux, il y a toute une partie dont je n'ai pas du tout parlé ici sur l'idée que l'écologie est le nouveau champ des droits sociaux. C'est un chapitre qui s'appelle Les nouveaux droits de l'espèce, où vous avez peut-être déjà entendu Jean-Luc parler de ça, du droit à l'obscurité, du droit au silence, mais c'est un chapitre qui aborde sous ces mêmes angles la question de l'alimentation, par exemple, la question de la santé, par exemple, donc de l'écologie comme le nouveau champ des droits sociaux. Je pense qu'aussi dans l'ère du peuple, ça y était pas. Quelque chose que j'ai évoqué seulement, mais qui est beaucoup plus décrite dans le livre, c'est le capitalisme tributaire. Cette idée est totalement absente de l'ère du peuple en 2014 et tient une place, à mon avis, importante dans Faites mieux. Voilà, ce sont quelques exemples. Et enfin, la dernière question, c'était... Ah oui. Je crois qu'on propose une définition dans Faites mieux qui est l'ensemble des infrastructures qui permettent la circulation de biens matériels ou immatériels nécessaires à la reproduction de l'existence. Et donc, en fait, on considère que le réseau éducatif fait bien circuler une sorte de bien immatériel, en fait, qu'il y a bien un flux dans le réseau éducatif, qui est un flux de connaissances, qui n'est pas un flux de matière, même si, bien sûr, il y a des flux de matière pour faire fonctionner les écoles, mais c'est autre chose. Voilà. En gros, la réponse à ça.